Le gouvernement a autorisé la RATP à utiliser les images filmées de caméras intelligentes pour évaluer le taux de port de masque dans les transports en commun et donc adapter les actions d'information et de sensibilisation au public. Il y a des garanties techniques qui ont été prévues par le texte du décret, évidemment, comme la nécessité d'anonymiser immédiatement les données. Alors, qu'est-ce que ça veut dire anonymiser des données? Comment ça fonctionne? Quelles garanties offre ce procédé? Jusqu'où des données peuvent-elles être anonymes? On en parle avec Paul-Olivier Gibert, fondateur et PDG de Digital Ethics, mais également président de l'AFCDP, l'Association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel. Avec nous également Sonia Cissé, avocate chez Linklaters et membre de l'AFCDP. Et nous avons en visio Armand Eslot, chef du service de l'expertise technologique à la CNIL. La CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. On va démarrer ensemble, Paul-Olivier Gibert, avec d'abord cette question. Qu'est-ce qu'on appelle l'anonymisation? Comment fonctionne ce procédé? Alors, c'est un traitement qui permet de rendre impossible l'identification d'une personne à partir d'un jeu de données et permet ainsi de respecter sa vie privée. C'est la définition qu'on trouve sur le site de la CNIL. Ça paraît un petit peu magique, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. C'est un processus par lequel on prend des données, on effectue un certain nombre de transformations pour que pour que le jeu de données résultant de ces transformations ne permette pas de réidentifier l'individu. Pour reprendre le cas que vous évoquez, nous avons des caméras qui sont généralement des caméras de vidéoprotection à l'intérieur des bus, à partir desquelles on va extraire des images pour faire un traitement qui permettra de savoir quelles sont parmi les images qui sont à l'intérieur, celles qui correspondent à un visage, et parmi celles qui correspondent à un visage, celles qui correspondent à un visage masqué. Donc voilà, c'est ce que doit faire ce traitement. L'anonymisation. Et donc, il ne doit pas chercher, là, pour ce cas précis, à identifier qui est sur cette image. Même pire pas de reconnaissance faciale. Ça serait un détournement de finalité du traitement, et donc une faute, si je me souviens bien, une faute pénale. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'anonymisation, c'est par défaut anonyme. Alors, ce n'est pas par défaut anonyme, parce que la captation d'images dans le bus, elle, a d'autres finalités, qui sont notamment des finalités de vidéoprotection. Mais le traitement qui vise à identifier, à calculer le taux de port du masque à l'intérieur du bus, est un traitement qui doit être anonyme. Et donc, effectivement, il faut récupérer des données et ne garder que celles qui permettent d'identifier un visage, de distinguer un visage, et parmi ces visages, ceux qui portent les masques. Et donc, de masquer, supprimer, généraliser, donc ces différentes techniques que l'on peut utiliser, les autres données qui permettraient de remonter à l'individu qui est derrière cette image et ce masque. Sonia Cissé, quand on entend anonymisation, on peut penser aussi à pseudonymisation, parce qu'on fait souvent pas la différence justement, entre anonymat et pseudonymat. Là, dans ce cas-là, on est bien d'accord que ça veut dire qu'on n'identifie à aucun moment les personnes, pas même sous un pseudonyme. Alors effectivement, souvent il y a cet amalgame anonymisation, pseudonymisation. Peut-être pour rappeler, puisque l'anonymisation vient d'être expliquée, la pseudonymisation, c'est simplement le fait de donner un autre identifiant à une personne. Donc, si vous voulez, c'est une mesure de sécurité supplémentaire pour permettre en fait une difficile individualisation d'individus. Néanmoins, ce n'est pas du tout au même niveau que l'anonymisation, puisque c'est pas suffisant. Voilà, ce n'est pas du tout suffisant. C'est simplement une mesure de sécurité. L'anonymisation fait tomber, un certain nombre, en tout cas l'anonymisation absolue, fait tomber un certain nombre de règles, et notamment l'application du règlement européen, ce que ne fait pas la pseudonymisation. Les règles de protection des données continuent à s'appliquer lorsqu'on est dans un cas de pseudonymisation. Alors, c'est intéressant. On va donner la parole justement à Armand Eslot de la CNIL. Bonjour Armand. Bonjour. La CNIL, elle est chargée de veiller au respect de la protection des données personnelles. Une fois qu'une donnée est anonymisée, du coup, elle n'entre plus dans votre champ, dans le champ de l'autorité administrative ? Oui, tout à fait. Effectivement, à partir du moment où une donnée anonymisée est correctement anonymisée, on n'a plus de personnes physiques identifiées ou identifiables. Et donc, effectivement, les données anonymes sortent complètement du champ de la réglementation, en tout cas la réglementation applicable en matière de protection des données. Et il n'y a plus aucune des obligations, on va dire des contraintes qui pèsent sur les traitements de données à caractère personnel. Toutes ces contraintes sont levées. On peut diffuser les données en question, on peut les conserver sans limitation de
durée, il n'y a plus d'obligation légale d'en assurer la sécurité. Ça permet donc de lever toutes les contraintes posées par la réglementation. Voilà, c'est quand même très confortable pour tous ceux qui travaillent sur les traitements de données, finalement, de dire je vais anonymiser comme ça, je ne suis plus sous le coup du règlement européen sur la protection des données, je ne suis plus sous la vigilance de la CNIL. Donc il faut s'assurer que ces mécanismes d'anonymisation soient vraiment fiables. Comment est-ce qu'on s'assure de cela, Armand Eslo ? Alors, déjà, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que anonymiser les données, on va dire, c'est pas une opération simple, c'est pas quelque chose de transparent. C'est-à-dire que lorsqu'on va anonymiser des données, on va aller détruire une partie de l'information. Il y a différentes techniques qui existent. On peut agréger les données entre elles, on peut les flouter, on peut baisser leur niveau de détail. Mais l'idée de base est que pour anonymiser des données, on va devoir détruire une partie des données et donc on ne pourra plus utiliser les données pour un certain nombre de finalités. Si je prends par exemple l'exemple de la recherche en santé, dans le cadre de la recherche en santé, par exemple, on ne peut pas utiliser des données anonymes parce que les données de santé, le niveau de détail de données dont on a besoin pour faire de la recherche en santé, on ne peut pas atteindre on peut pas, on va dire, conjuguer ce niveau de détail avec des données anonymes. Donc quelque part, l'anonymisation, effectivement, on a l'impression que c'est un peu la voie royale pour entre guillemets se débarrasser de la réglementation, mais en pratique, c'est pas aussi simple que ça. Si on dans beaucoup de cas de figure, si on anonymise réellement les données, on a des données qu'on ne peut plus exploiter, qui ne sont plus suffisamment détaillées, et donc du coup, ça veut dire que dans certains cas, ça ne va pas fonctionner, et donc on va devoir se contenter de données pseudonymes, qui, comme ça a été dit, restent dans le champ du règlement européen. Comment, Paul-Olivier Gibert, avoir confiance dans ce procédé d'anonymisation ? Alors, la première chose à comprendre, c'est que le procédé d'anonymisation, c'est un procédé technique. Ça demande du travail, ça demande de la réflexion, ça fait appel à des mathématiques. Il y a des mathématiques qui ne sont pas nécessairement intuitives. Donc, on est loin de la cape d'invisibilité que l'on peut voir dans certaines séries de films. En fait, ce qui est important et ce qui est intéressant... Alors, on surveille ces procédés, on vérifie qu'ils sont conformes justement à ce qu'on appelle une véritable anonymisation. Alors, il faut s'entendre aussi parce qu'on a ce qu'on appelle une véritable anonymisation. Oui. C'est-à-dire qu'on peut faire une anonymisation pour rendre les choses anonymes, et ça, c'est extrêmement facile, on détruit tout. Donc là, c'est anonyme, il n'y a plus du tout d'information. En revanche, on peut avoir un travail beaucoup plus complexe, beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil, qui consiste à réduire fortement la probabilité ou le risque que l'on puisse réidentifier une personne. Et avec, lorsque c'est bien fait avec les techniques adaptées, et des capacités de mesure, on peut obtenir des résultats qui sont tout à fait probants et qui permettent d'avoir une efficacité réelle du jeu de données par rapport à la finalité qu'on lui demande de remplir, y compris dans des domaines très subtils, tout en ayant un risque de réidentification des individus très fortement réduit. Donc on n'est pas dans le magique, on n'est pas dans le binaire. Mais est-ce qu'on les surveille, ces process ? C'est des choses que l'on peut tout à fait surveiller, notamment par le calcul des métriques. C'est-à-dire qu'en fait, on a des choses qui sont relativement simples à identifier. C'est-à-dire que plus la taille de l'échantillon minimum est réduite, plus le risque de réidentification est faible. Si on a un sous-ensemble où il n'y a qu'une personne, la probabilité qu'on puisse réidentifier cette personne est forte. Si en revanche, on se retrouve avec des sous-ensembles où la taille minimale, c'est 50 000, comme souhaitent le faire les GAFA là, pour leur nouveau contrôle, le nouveau pilotage des accès et de l'utilisation d'Internet, là, l'identification de la personne est beaucoup plus difficile. Donc en fait, on n'est pas dans une situation totalement binaire. C'est du RGPD, c'est pas du RGPD. On est dans une situation où on prend des données à caractère personnel auxquelles on applique un traitement qui permet de réduire la probabilité de réidentification tout en conservant, lorsque c'est bien fait, la pertinence du jeu de données pour la fonction qu'on lui demande de remplir. Réduire, donc c'est quand même important, hein. C'est pas effacer complètement toute possibilité d'identification, on parle, j'entends le mot réduire. Juridiquement, ça pose des problèmes, ces processus d'anonymisation, parce que derrière, on n'a plus aucun recours, non ? Alors, effectivement, c'est un point important, c'est que souvent, il y a, on en parlait un peu avant d'arriver sur le plateau, c'est un problème de sensibilisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous précisez aux acteurs, aux responsables de traitement qu'il va y avoir une réduction de l'information, il y a une réticence à anonymiser parce que typiquement, ils se disent que l'information sera moins pertinente, moins utilisable. Il est quand même important de distinguer l'anonymisation et de se dire qu'il y a 3 critères importants juridiquement. Vous avez
Tout d'abord, l'individualisation. Donc, il ne faut plus pouvoir reconnaître l'individu. Vous avez la corrélation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les données puissent donner l'impression, en tout cas, être réconciliées avec d'autres informations qui vous permettent, encore une fois, d'individualiser une personne. C'est-à-dire de pouvoir faire des recoupements, de dire finalement, cette personne, on l'a croisée à tel endroit et on connaît aussi l'adresse des personnes qui montent dans ce bus. Exactement. Tout un tas de facteurs qui font qu'on va réussir à identifier à nouveau les personnes. C'est ça. Et vous avez le troisième critère qui est l'inférence, c'est-à-dire que vous pouvez déduire des informations à partir du jeu de données que vous avez à votre disposition. Donc tout ceci est nécessaire à, supprimer, réduire pour pouvoir avoir une anonymisation juridique. Et ça veut dire que pour un avocat qui voudrait démontrer que des données n'ont pas été suffisamment anonymisées, c'est possible ça, de démonter la machine et d'aller le prouver ? Alors, c'est justement dans le travail de sensibilisation qu'on va faire, on va essayer de démontrer à quel point, finalement, avec le jeu de données existant, on peut tout de même arriver à une individualisation, à reconnaître une personne, ou en tout cas à pouvoir, déduire certains critères appartenant à cette personne et qui donc la rend identifiable. Vous vouliez réagir, Paul-Olivier ? Oui, on peut rebondir. En fait, les trois critères qui ont été cités, c'est des critères sur lesquels on peut calculer des métriques. Ouais. L'individualisation, c'est l'exemple que je donnais avec la taille des plus petits des sous-ensembles. Ça, c'est à peu près quelque chose qu'en mathématiques, tout le monde maîtrise, même moi. En revanche, pour les deux autres critères, on passe par des outils mathématiques qui sont plus complexes, plus subtils et qui sont beaucoup moins intuitifs. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des réticences vis-à-vis de l'anonymisation. Et puis il faut le dire, c'est faux de dire que l'anonymisation détruit toute la valeur du jeu de données. Elle détruit les éléments permettant de réidentifier les individus, pas nécessairement toute la valeur du jeu de données. La valeur statistique. Absolument. Oui, statistique. Armand Eslo, je voulais rebondir aussi sur ce que vous aviez indiqué à propos des données de santé. Moi, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais alors l'application Stop Covid, par exemple, on nous dit que les jeux sont anonymisés. Ils le sont, ils ne le sont pas Quelles sont les règles ? Alors, typiquement, effectivement, l'application Stop Covid, les données ne sont pas absolument anonymisées. On va dire, au niveau de la terminologie, on parle parfois d'une question d'anonymisation d'usage, c'est-à-dire que en pratique, tout se passe comme si les données étaient anonymisées, mais derrière, en réalité, les données vont être souvent pseudonymisées. Dans le cas de l'application Stop Covid ou Tous Anti-Covid, c'est typiquement le cas, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des identifiants des personnes physiques qui sont utilisés pour le fonctionnement de l'application, qui sont renouvelés régulièrement. Stricto sensu, les données ne sont pas anonymes, puisque l'objectif même de l'application est bien de vous prévenir quand vous avez été exposé à une personne qui a été diagnostiquée positive. Donc pour vous prévenir de ce risque d'exposition, il faut être capable de vous toucher, de vous retrouver dans un jeu de données et de vous informer. Et donc, pour faire ça, on ne peut le faire qu'avec des données à caractère personnel, donc en espèce des données qui sont pseudonymes, c'est-à-dire que l'application n'a pas besoin pour fonctionner de votre nom, de votre prénom, de votre numéro de téléphone. Il y a un certain nombre d'identifiants temporaires avec des durées de validité différentes qui sont générées. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça constitue bien un traitement de données à caractère personnel et que donc la CNIL s'est prononcée à plusieurs reprises sur cette application. D'accord, donc c'est plutôt une pseudonymisation. Je vais réussir à le dire, c'est difficile pour moi. Alors, la CNIL a rappelé quand même que cette anonymisation, elle était une garantie, c'est le terme qui était employé, une garantie essentielle dans le cadre de certains usages, notamment le recours aux drones et aux images de vidéosurveillance. Mais est-ce qu'il y a comme ça des usages où, selon vous, il faut absolument garantir cet anonymat des données ? Alors, ça c'est une question assez complexe, et la CNIL se prononce au cas par cas sur des finalités précises. Ce qui est important de garder en tête, c'est que l'anonymisation, effectivement, ça peut être dans certains cas une garantie très très forte, surtout quand elle est prévue par un texte. C'est-à-dire que lorsqu'un texte prévoit que dans certaines circonstances, typiquement tout à l'heure on parlait des mesures de port de masque dans les transports en commun, ce qu'on a dit également dans le cadre de l'avis sur le
projet de loi sur la sécurité globale, c'est que pour certaines finalités d'usage des drones, par exemple la modélisation des flux routiers, par exemple, donc dans ces contextes-là, l'anonymisation est une garantie très très forte et une garantie, on va dire, qui devient nécessaire dans la mesure où la finalité qui est poursuivie est compatible avec le traitement de données qui sont anonymes. Et donc, dans ce type de contexte-là, effectivement, on va considérer qu'il faut que les données soient anonymes. Et le fait qu'un texte législatif le prévoit, ça permet de donner une assise derrière pour que la CNIL s'assure que c'est effectivement correctement réalisé. Paul-Olivier, vous vouliez également réagir sur les données de santé ? Je pense que l'exemple est excellent. C'est-à-dire qu'on a deux choses qui sont liées au Covid. La première, sur l'appli de Tous Anti-Covid ? Oui, c'est Tous Anti-Covid. Je n'ai pas tout suivi. Oui, c'est la nouvelle version. Je dois avoir l'esprit trop lent. Donc, sur Tous Anti-Covid, une des finalités, c'est de pouvoir recontacter les personnes individuellement. Donc, intellectuellement, même... on sent très bien que l'anonymisation ne pourra pas fonctionner. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faut pouvoir revenir vers l'individu. Alors, on peut prendre des filtres pour éviter qu'on donne son nom et son adresse. En revanche, pour une application dont l'objectif statistique est de calculer le pourcentage ou le nombre de personnes masquées à un instant T dans un bus ou dans une gare, on ne voit pas à quel moment le fait de ne pas pouvoir réidentifier l'individu ou isoler l'individu serait bloquant pour la réalisation de cette finalité. Et donc, on a beaucoup plus d'outils ou de cas d'usage qui correspondent à celui-là. Et ça, c'est une vraie recommandation aujourd'hui, d'augmenter le nombre de traitements anonymisés des données. Est-ce qu'il y a des règles quand même qui s'imposent, des règles juridiques à ces fichiers de données anonymes ? C'est intéressant. Alors effectivement, à partir du moment où ce n'est plus une donnée à caractère personnel, donc qui identifie ou qui rend... Donc j'ai plus le droit de rectification, j'ai plus le droit d'accès à cette donnée ? Non, puisque ce n'est pas une donnée qui vous identifie, donc ce n'est pas une donnée à caractère personnel. Donc comme on le disait... Alors qu'est-ce qui reste comme règle ? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme limite juridique sur ces fichiers ? Vous savez quand même, ça reste une donnée, donc elle est couverte par tout simplement tous les textes qui traitent, qui visent à couvrir les traitements de données qui ne sont pas des données à caractère personnel. Je pense typiquement au règlement, par exemple, e-privacy qui va bientôt paraître. Donc vous avez vous avez d'autres textes. Par exemple, la durée de conservation des données du fichier. Alors vous n'avez plus de règles précises sur la durée de conservation du fichier. Non plus, puisque ce n'est plus une donnée à caractère personnel. Alors qu'est-ce qu'il reste comme règle ? Il y a aussi une question, c'est à partir du moment où la donnée est anonymisée, elle prend une vie autonome par rapport à l'individu qui a contribué à sa constitution. Donc ensuite, qu'il y ait des droits sur j'ai contribué à produire telle information par le biais des données que j'ai amené à constituer, oui, ça c'est une question. Mais si ça se détache totalement de vous, il n'y a aucune raison que les règles qui s'appliquent et qui sont destinées à garantir pas tout à fait une propriété, mais un droit sur les données qui nous sont liées, disparaît. Mais quel serait le préjudice pour vous de ne pas avoir un droit de regard ou un droit de suppression sur l'image numérique de votre visage, dont tous les liens avec votre visage ont été supprimés pour savoir que vous portiez un masque ou non dans le 38. J'ignore quel est le préjudice, mais simplement, ça m'interroge quand j'entends que toutes les règles liées à la protection des données tombent. Voilà, je me dis, bon... Oui, mais il faut le voir, je pense, dans un ensemble, c'est-à-dire vous dire que vous n'êtes plus identifiable. Ce n'est pas vous, en fait. Il n'y a aucune... Normalement, si l'anonymisation est encore une fois bien faite, il n'y a aucune information. C'est tout ce procédé qu'il est important de vérifier et d'avoir une garantie sur sa fiabilité. Oui. Parce qu'on a quand même vu quelques études paraître qui ont démontré qu'à partir de différents fichiers, on arrivait avec des contextes justement à nouveau identifier des personnes de manière très précise. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait pour vérifier que ce genre de choses n'arrive pas ? Je vais redonner la parole à Armand Eslo. Parce que la CNIL a un pouvoir de contrôle et de sanction, est-ce qu'il y a déjà eu des sanctions pour des fichiers mal anonymisés ?
Tout à fait, effectivement, notamment sous l'angle de la durée de conservation, c'est-à-dire que les données à caractère personnel doivent avoir une durée de conservation limitée. Pour les conserver plus longtemps, effectivement, les entreprises peuvent chercher à soit à les supprimer, dans ce cas-là, elles ne les conservent plus, ou bien à les anonymiser pour pouvoir les conserver et en continuer à en faire quelque chose. Et effectivement, ça arrive couramment, ça arrive qu'on considère que des données que l'entreprise pensait être anonymes ne le sont en fait pas, et donc du coup, il faut leur appliquer la réglementation et donc définir une durée et les supprimer le cas échéant. Et pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, effectivement, alors c'est vrai qu'à partir du moment où les données sont anonymes, là pour le coup, il y a tous les droits, on va dire, qui sont donnés par le règlement aux personnes physiques, tous ces droits n'existent plus, toutes les contraintes posées par le règlement n'existent plus. Et c'est pour ça que justement la CNIL fait extrêmement attention à ce qu'on considère comme anonyme ou pas. Et c'est pour ça que le niveau de garantie qu'il faut apporter pour que les données soient réellement anonymes est relativement élevé. C'est-à-dire que en termes de risque, on va considérer qu'il faut que les personnes ne soient vraiment plus identifiables pour que justement l'existence de ce jeu de données, son utilisation, ne fasse peser absolument aucun risque sur les personnes concernées. Donc il faut qu'il y ait plus du tout de moyens raisonnables qui permettent de réidentifier les personnes. Et dans ce cas-là, on considérera qu'on a des données qui sont réellement anonymes. Et pour le coup, à partir du moment où les données sont réellement anonymes, eh bien même en les recroisant avec d'autres jeux de données, on ne peut plus réidentifier les personnes. Et si jamais c'est le cas, eh bien ça veut dire qu'à l'origine, les données n'étaient pas anonymes. Et là, Armand, donc vous nous dites que la CNIL effectue des contrôles sur ces fichiers anonymisés. Alors, d'une manière générale, la CNIL effectue plusieurs centaines de contrôles par an, et donc c'est effectivement une des choses qui est vérifiée. Dans le cadre d'un contrôle, lorsqu'un responsable de traitement, une entreprise ou un organisme public qui traite des données indique qu'il a conservé des données sous forme anonyme, effectivement, on peut être amené à vérifier que les données sont réellement anonymes, et si ce n'est pas le cas, à demander des actions correctrices. Merci beaucoup pour ces éclairages sur cette question. Armand Eslo, chef du service de l'expertise technologique à la CNIL. Merci à Sonia Cissé, avocate chez Linklaters, et à Paul-Olivier Gibert, fondateur et PDG de Digital and Ethics. Je pense qu'on continuera à en reparler parce qu'à mon avis, ça va plutôt se généraliser, ce type de pratique. Alors, juste après la pause, on va s'intéresser aux choix technologiques et scientifiques pour la France avec Cédric Villani.